Je m'appelle Yvonne, j'ai 34 ans, et j'ai longtemps cru que la famille était synonyme d'amour inconditionnel. Malgré ma carrière réussie de directrice marketing, je porte des cicatrices d'enfance qui ne guérissent jamais complètement. En grandissant dans la banlieue de Lyon, j'ai appris à la dure que les liens du sang ne garantissent pas l'amour. Le jour où ma mère a prononcé ces mots a tout changé. Je n'ai jamais voulu de toi. Ce qui a suivi a été un long voyage de vengeance silencieuse que même moi, je n'aurais pas pu prédire. Avant de continuer mon histoire, si vous regardez ceci, dites-moi d'où vous venez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de survivants et de battants. Mes premiers souvenirs d'enfance ne sont pas empreints de la chaleur que la plupart des gens décrivent. Notre maison de classe moyenne dans la banlieue de Lyon semblait parfaite de l'extérieur, une jolie clôture, une pelouse impeccablement tondue et une mère toujours habillée à la perfection pour le voisinage. Catherine Morgan, ma mère, était une comptable de renom, avec une réputation de précision impitoyable dans tout ce qu'elle entreprenait. Son apparence était toujours sans défaut, pas un cheveu ne dépassait de son carré parfaitement coiffé, des vêtements de marque modeste mais visiblement chers, et une expression perpétuelle de légère désapprobation. Mon père, Robert, était son opposé à bien des égards. Représentant de commerce avec un sourire bienveillant et une voix douce, il était chaleureux pendant les brèves périodes où il était à la maison. Mais sa colonne vertébrale semblait se dissoudre dès que ma mère entrait dans la pièce. Ses voyages d'affaires constants paraissaient s'allonger chaque année, comme s'il essayait lui aussi d'échapper à sa froideur. Dès l'âge de 5 ans, je me souviens avoir désespérément cherché à obtenir l'approbation de ma mère. Mes bulletins scolaires étaient parfaits. Ma chambre était immaculée. J'ai même appris à faire la lessive et à aider pour le dîner à l'âge de 8 ans, espérant qu'elle pourrait enfin me sourire avec une chaleur sincère. « C'est comme ça que tu plies les serviettes ?» disait-elle en refaisant mon travail soigné. « Je suppose que c'est convenable » fut sa réponse à mon bulletin rempli de 18/20. Même lorsque j'ai remporté le premier prix au concours de sciences, elle s'est contentée de hocher la tête et de dire « La prochaine fois, travaille ton écriture sur le panneau d'affichage. » Le contraste entre la façon dont elle me traitait et celle dont elle traitait mon jeune frère Michel était impossible à ignorer. De 3 ans mon cadet, Michel recevait les sourires, les câlins, les moments de fierté maternelle que je convoitais. Mon petit génie, l'appelait-elle, même lorsque nous obtenions les mêmes résultats. « Maman, regarde ce que j'ai dessiné », disais-je en lui montrant un dessin que mon professeur d'art plastique avait loué. Range CA Yvonne. Je suis occupée à aider ton frère avec ses devoirs. Ma chambre est devenue mon sanctuaire. Des murs bleu pâle avec des autocollants de nuages que j'avais soigneusement appliqués moi-même. Des livres empilés dans l'ordre de mes favoris. Un petit bureau où j'écrivais des histoires que ma mère ne lisait jamais. C'était le seul endroit où je pouvais prétendre être normale, aimée. Sarah Dubois, ma voisine, est devenue mon ancre émotionnelle. Sa mère nous préparait des gâteaux et me demandait comment s'était passée ma journée avec un intérêt sincère. Parfois, je m'asseyais à leur table de cuisine pour faire mes devoirs, juste pour m'imprégner de la chaleur de leur foyer. À l'école primaire, je me suis lancée dans toutes les activités possibles. Déléguée de classe, aide-bibliothécaire, j'ai même rejoint la chorale malgré ma voix moyenne. Chaque réussite était une nouvelle tentative pour que ma mère me remarque, pour que ses yeux s'illuminent de fierté comme il le faisait pour Michel. Madame Morgan, Yvonne est l'une de nos élèves les plus brillantes, a dit mon institutrice de CE2 à ma mère lors d'une réunion. Elle a un tel potentiel. Elle se doit d'avoir du potentiel, a répondu froidement ma mère. Nous lui fournissons tout ce dont elle a besoin. Vers l'âge de 10 ans, un sentiment tenace avait pris racine dans mon cœur. Quelque chose n'allait pas dans la façon dont ma mère me traitait. Mais les enfants sont naturellement pleins d'espoir, et je croyais encore que je pourrais finir par gagner son amour si seulement j'essayais plus fort, si je faisais mieux, si je devenais parfaite. Elle est juste stressée par le travail, disait mon père lors des rares occasions où nous étions seuls. Ta mère a beaucoup de responsabilités. Mais même à l'époque, je savais que c'était plus que du stress. La façon dont elle me regardait était fondamentalement différente de la façon dont elle regardait Michel. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je serais enfin assez bien pour qu'elle m'aime. Quand j'ai eu 13 ans, la différence entre ma famille et les autres est devenue impossible à ignorer. Alors que les autres filles se disputaient avec leur mère pour des questions typiques de l'adolescence comme les heures de sortie et les choix vestimentaires, je me battais pour une simple reconnaissance. Le collège m'a apporté des succès scolaires qui auraient dû rendre n'importe quel parent fier. J'ai maintenu une moyenne générale de 18, j'ai été sélectionnée pour des options avancées et les professeurs louaient constamment mon éthique de travail. Pourtant, la réponse de ma mère à mes réussites restait au mieux tiède. Option latin, c'est bien. Mais ton écriture pourrait encore être améliorée, disait-elle, trouvant toujours la seule faille dans n'importe quelle victoire. C'est durant ces années que j'ai découvert ma passion pour l'art et l'écriture. Les heures passées à dessiner dans ma chambre ou à rédiger des histoires sont devenues mon échappatoire. Mon professeur de français,
Monsieur Dubois, a soumis une de mes nouvelles à un concours de jeunes écrivains sans me le dire. Quand j'ai remporté la 3e place, il était aux anges. Votre fille a un talent exceptionnel, a-t-il dit à ma mère lors de la réunion parents-professeurs suivante. Les activités créatives ne paient pas les factures, a-t-elle répondu avec dédain. Elle devrait se concentrer sur des matières plus pratiques. Pendant ce temps, la présence de mon père à la maison se faisait de plus en plus rare. Son secteur de vente s'est étendu à toute la France, le tenant éloigné pendant des semaines. La tension qui emplissait notre maison lorsque mes 2 parents étaient présents expliquait clairement pourquoi il se portait volontaire pour chaque voyage prolongé. Je te ramènerai quelque chose de spécial, promettait-il avant chaque départ, comme si des babioles pouvaient compenser son absence lorsque j'affrontais ma mère seule. Le jour de mon 15e anniversaire est tombé un mardi. Je suis descendue pour ne trouver aucune reconnaissance de l'événement, pas de carte, pas de petits cadeaux, pas même un « joyeux anniversaire » de la part de ma mère au petit déjeuner. Je me suis dit qu'elle attendait simplement le dîner pour célébrer, m'accrochant à un espoir qui s'amenuisait. Ce soir-là, je l'ai découverte penchée sur l'ordinateur familial, en train de commander des décorations personnalisées pour la fête d'anniversaire de Michel, qui avait lieu 2 mois plus tard. Quand j'ai mentionné discrètement que c'était mon anniversaire, elle a levé les yeux avec une surprise sincère. « C'est aujourd'hui ? J'ai été si occupée à planifier la fête de Michel. On pourra aller chercher un gâteau ce week-end si tu veux. » 2 semaines plus tard, elle a organisé une fête surprise élaborée pour l'un des amis de Michel, se coordonnant avec d'autres mères et décorant notre jardin méticuleusement. C'était une démonstration de chaleur et d'organisation qu'elle ne m'avait jamais accordée. Chaque ballon coloré, chaque rire d'enfant me semblait être une confirmation silencieuse de mon invisibilité. Le lycée a fait entrer une nouvelle alliée dans ma vie, Madame Martinez, ma professeure d'histoire et animatrice du club de débat. Elle a reconnu en moi quelque chose que ma mère n'avait jamais vu, du potentiel, oui, mais aussi cette fin de validation qui me poussait à exceller. « Vous avez un don naturel pour la persuasion », m'a-t-elle dit après ma première victoire en débat d'entraînement. Votre voix mérite d'être entendue. Contre l'avis de ma mère, j'ai rejoint le club de débat. Cela a déclenché l'une de nos disputes les plus vives. Le club de débat, c'est juste se disputer pour le sport. Ça te rendra conflictuelle et peu attrayante, a dit ma mère. C'est une activité intellectuelle respectée, ai-je rétorqué. Les grandes écoles l'apprécient. Très bien, fais ce que tu veux. Mais ne t'attends pas à ce que j'assiste à tes débats. Fidèle à sa parole, elle n'est jamais venue à un seul, même lorsque j'ai remporté le championnat régional en classe de première. L'auditorium était rempli de parents fiers, tenant des fleurs et des appareils photos, à l'exception des 2 sièges vides que j'avais réservés avec espoir. Ma victoire a été célébrée par tout le monde sauf par la seule personne dont j'attendais encore désespérément l'approbation. Au fil de mes années de lycée, j'ai commencé à observer les autres relations mère-fille avec un intérêt quasi anthropologique. Jessica Bernard est devenue ma meilleure amie, et sa maison est devenue mon refuge. Sa mère, Laura, la traitait avec une affection désinvolte qui semblait aussi naturelle que de respirer. « Super note à ton contrôle, ma chérie », disait Laura, « Ouh, j'adore ça sur toi. » De simples affirmations que Jessica remarquait à peine, mais que j'absorbais comme une plante assoiffée. « Ta mère est toujours si gentille », ai-je dit un jour à Jessica. Elle a semblé confuse. « Elle est juste une maman, quoi ?» Ce commentaire m'a hanté pendant des jours. Juste être une maman. Était-ce tout ce qu'il fallait ? Pourquoi ma mère ne pouvait-elle pas gérer même ce niveau de chaleur élémentaire ? Le rejet constant à la maison a commencé à se manifester de manière que je ne pouvais pas contrôler. Le sommeil est devenu insaisissable. Mon appétit fluctuait énormément. La conseillère d'orientation psychologue du lycée a remarqué mon anxiété croissante et m'a suggéré de parler à quelqu'un. Tout va bien, ai-je insisté, le mensonge familial si ancré que je ne pouvais le briser même lorsqu'on m'offrait de l'aide. Pourtant, sous la surface, le ressentiment grandissait aux côtés de la blessure. Le besoin désespéré de l'approbation de ma mère était lentement remplacé par la colère face à l'injustice de tout cela. Que avais-je fait pour mériter cette froideur ? Qu'y avait-il de si fondamentalement mauvais en moi pour que ma propre mère ne puisse pas m'aimer ? Pourtant, l'espoir persistait. Chaque fois qu'elle me parlait sans critique, chaque léger signe d'approbation devenait un trésor. J'amassais des preuves que peut-être, un jour, les choses pourraient changer. La classe de terminale est arrivée avec la promesse de liberté à l'horizon. Les dossiers pour les grandes écoles consumaient mes soirées, alors que je rédigeais méticuleusement des essais et obtenais des lettres de recommandation élogieuses de la part de professeurs qui étaient devenus, à bien des égards, mes parents de substitution. Mes notes et mes activités extrascolaires me plaçaient en lice pour des écoles prestigieuses, et chaque lettre d'admission me semblait être une revanche. HEC. ASAC. Sciences Pa. Les enveloppes sont arrivées tout au long du printemps, chacune témoignant d'années d'efforts pour atteindre l'excellence, malgré le désert affectif. À la maison.
Lorsque la lettre d'admission à HEC Paris est arrivée avec une bourse au mérite substantiel, j'ai posé la lettre sur le comptoir de la cuisine où ma mère la verrait. Ce soir-là, j'ai entendu sa voix depuis la cuisine. HEC, c'est à Paris. Les frais de déplacement seuls seraient exorbitants, a-t-elle dit à mon père. De plus, l'EM Lyon a un programme de gestion tout aussi solide. Je suis entré dans la cuisine. J'ai obtenu une bourse au mérite pour HEC. Ce serait en fait moins cher que l'EM Lyon. Ma mère a à peine levé les yeux de son courrier. Une grande école, ce n'est pas seulement une question de coût, Yvonne. C'est une question de réseau. Le réseau parisien te serait plus utile. Ce qui a suivi a été la première grande dispute que j'ai jamais initiée avec ma mère. Des années de sentiments refoulés ont éclaté alors que je défendais mon droit de choisir mon propre avenir. C'est ma décision, ai-je insisté. J'ai gagné cette opportunité. Avec notre argent et notre soutien, a-t-elle rétorqué. Tu sembles oublier tout ce que nous t'avons fourni. Fourni? Vous avez fourni une maison et de la nourriture. Mais qu'en est-il du soutien? Quand avez-vous assisté à quelque chose d'important pour moi? Quand avez-vous dit que vous étiez fier de moi? Son visage s'est durci pour prendre l'expression que je savais être un signal de danger. Ne sois pas dramatique, Yvonne. Tout le monde n'a pas besoin d'éloges constants pour fonctionner. La dispute s'est terminée sans résolution, comme la plupart des conflits dans notre maison, mais elle a marqué un tournant dans la façon dont je voyais ma relation avec ma mère. Pour la première fois, j'avais ouvertement défié son indifférence. Le week-end suivant, j'étais seule à la maison, travaillant sur des demandes de bourse, quand le téléphone a sonné. J'ai répondu et entendu le silence, puis j'ai réalisé que l'appel avait été pris sur une autre extension. Sur le point de raccrocher, j'ai entendu la voix de ma mère depuis le téléphone de sa chambre. Non, dimanche ne nous arrange pas. Yvonne sera à la maison. Et tu sais comment elle est. Une pause. Honnêtement, Marguerite, entre toi et moi. Le besoin constant d'attention, le drame. Je n'ai jamais voulu d'elle, mais nous y voilà. Les mots m'ont frappé avec une force physique. La pièce a semblé basculer alors que je reposais silencieusement le combiné, ma main tremblant si fort que j'ai failli le laisser tomber. La cruauté désinvolte, la confirmation de ce que j'avais suspecté mais jamais voulu croire. C'était trop à encaisser. J'ai attendu le retour de mon père ce soir-là, puis j'ai confronté ma mère dans le salon, ma voix étonnamment stable malgré mon effondrement intérieur. J'ai entendu ce que tu as dit au téléphone aujourd'hui. Que tu n'avais jamais voulu de moi. L'expression confuse de mon père passait de l'une à l'autre, mais le visage de ma mère est resté impassible. Tu ne devrais pas écouter aux portes des conversations privées, a-t-elle dit. Est-ce que c'est vrai? Ai-je insisté. Tu n'as jamais voulu de moi? Quelque chose dans mon ton a dû lui faire comprendre que nier serait inutile. Elle a soupiré, posant son livre avec un soin délibéré. Si tu veux la vérité, très bien. Je n'étais pas prête à avoir des enfants quand je suis tombée enceinte de toi. Ton père a insisté pour qu'on garde le bébé. J'ai fait mon devoir de mère. Je t'ai fourni tout ce dont tu avais besoin. Tout le monde ne ressent pas l'amour maternel comme le décrivent les cartes de vœux. C'est juste la réalité. La manière clinique avec laquelle elle a confirmé ma plus grande peur était peut-être plus dévastatrice que le contenu de ses paroles. Aucun remords, aucun adoucissement, pas même la reconnaissance de l'impact qu'une telle révélation pourrait avoir sur moi. Mon père s'est à moitié levé de son fauteuil. Catherine, ce n'est sûrement pas. Ne fais pas semblant, Robert. Nous savons tous les deux que tu as insisté pour poursuivre cette grossesse. J'ai fait ce qui était exigé de moi. Je suis restée figée. 17 années d'efforts pour obtenir son approbation se sont soudainement révélées être un exercice futile. Il n'y avait jamais eu de combinaison de réussite, aucun niveau de perfection qui aurait pu lui valoir son amour. Le problème n'était pas en moi. Il était dans son incapacité à donner ce qu'elle ne possédait pas. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un brouillard. Je ne pouvais ni manger, ni dormir, ni me concentrer sur le travail scolaire qui avait autrefois été mon salut. Les manifestations physiques du chagrin étaient réelles, une douleur dans la poitrine, des nausées, un mal de tête constant qui ne répondait à aucun médicament. Mon père a fait de faibles tentatives de médiation, suggérant une thérapie familiale ou au moins une conversation plus approfondie. Ta mère ne s'exprime pas toujours bien, a-t-il offert timidement un soir en me trouvant en larmes dans ma chambre. Elle s'est exprimée parfaitement clairement, ai-je répondu. Et toi aussi, en ne disant rien pendant toutes ces années. La bourse pour HEC Paris représentait soudainement plus qu'une réussite académique. C'était une évasion. Je l'ai acceptée immédiatement, informant mes parents de ma décision plutôt que de leur demander leur avis. La seule réponse de ma mère a été de me rappeler que le coût de la vie à Paris était plus élevé que ce à quoi je pouvais m'attendre. Le jour de la remise des diplômes du baccalauréat est arrivé avec une tension familiale à son comble. Je me tenais avec mes camarades de classe, cherchant mes parents dans l'audience. Ils étaient là, physiquement présents mais émotionnellement absents. Ma mère a regardé sa montre à plusieurs reprises pendant la cérémonie.
Mon père a applaudi poliment lorsque mon nom a été appelé pour la mention très bien. Aucun des deux n'a immortalisé le moment avec un appareil photo. Plus tard à la maison, il n'y a eu aucune célébration, pas de dîner spécial, pas de carte, pas même une reconnaissance de cette étape importante. Quand commenceras-tu à faire tes cartons pour Paris? Fut la seule question de ma mère. Nous devrions transformer ta chambre en bureau une fois que tu seras parti. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. La relation avec ma mère était brisée bien avant que j'entende ces mots dévastateurs. Aucune quantité d'effort de ma part ne pourrait réparer ce qu'elle était fondamentalement incapable de donner. La seule voie à suivre était de créer une vie si pleine et complète que son absence deviendrait insignifiante. Ce n'était pas la vengeance que je planifiais alors. C'était la survie. Le mois d'août est arrivé, apportant avec lui le jour du déménagement et la promesse d'un nouveau départ. À des centaines de kilomètres du désert affectif de ma maison d'enfance. Debout à l'aéroport, j'ai senti des émotions contradictoires m'envahir. L'exaltation de la liberté à venir. Le deuil de la relation maternelle que je n'aurai jamais. Mon père m'a serré maladroitement dans ses bras. « Appelle quand tu arrives », a-t-il dit, me glissant une enveloppe dans la main que j'ai découvert plus tard contenait 500 €. Ma mère m'a offert une étreinte raide et formelle qui ressemblait plus à une poignée de main professionnelle. N'oublie pas de te concentrer sur des cours pratiques, furent ses mots d'adieu. Monter dans l'avion, c'était comme franchir une frontière entre mon ancienne vie et ce qui m'attendait. Pour la première fois en 17 ans, je serais hors de portée de la froide indifférence de ma mère. Le campus de HEC était tout ce dont j'avais rêvé. Des bâtiments modernes, de la verdure, et surtout, pas d'histoire. Personne ne me connaissait comme cette fille cherchant désespérément l'approbation maternelle. Ici, je pouvais être qui je voulais. Ma colocataire, Chloé, était de Marseille, énergique, extravertie et immédiatement accueillante. Elle m'a présenté à son cercle d'amis qui m'ont accepté sans poser de questions. Ces interactions sociales normales me semblaient presque surréalistes après des années à marcher sur des œufs à la maison. Tu veux venir manger une pizza avec nous? Que as-tu pensé de ce cours? On révise ensemble ce soir. De simples invitations qui m'ont lentement aidé à comprendre comment les relations étaient censées fonctionner. Lorsque ces nouveaux amis parlaient de leur famille, se plaignant de mères surprotectrices ou de pères qui ne comprenaient pas leur choix de carrière, je restais silencieuse. Comment aurais-je pu expliquer que j'aurais chéri les problèmes qu'ils trouvaient si agaçants? Qu'une mère qui appelait trop souvent me semblait un luxe comparé à une mère qui n'avait jamais voulu de vous. J'ai choisi la psychologie comme spécialisation. Poussée par le besoin de comprendre ce qui avait façonné mon enfance. Chaque cours offrait des éclaircissements sur mes expériences. Le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé par un manque d'empathie, un sentiment grandiose de sa propre importance et un besoin d'admiration, a expliqué un professeur lors d'un cours, décrivant ma mère avec une précision troublante. Le centre de conseil psychologique du campus est devenu partie intégrante de ma routine hebdomadaire. Le docteur Fournier, avec ses questions douces et son soutien indéfectible, m'a aidé à commencer le long processus de compréhension que le traitement de ma mère n'était pas de ma faute. L'incapacité de votre mère à se connecter émotionnellement avec vous reflète ses limites, pas votre valeur, m'a-t-elle dit lors d'une séance particulièrement difficile. Ces mots sont devenus un mantra que je me répétais les nuits où les vieilles insécurités menaçaient de me submerger. Le contact avec mes parents s'est réduit à de brefs et rares appels téléphoniques. Ma mère initiait rarement ces conversations, et lorsque nous parlions, elle montrait plus d'intérêt pour les aspects pratiques de ma vie que pour mon bien-être émotionnel. Gères-tu correctement tes dépenses? Demandait-elle, plutôt que es-tu heureuse? Pendant ma deuxième année, mon frère Michel, alors lycéen, a commencé à me contacter par email. Ces messages révélaient des fissures dans la façade parfaite de ma mère. Maman est très tendue depuis que tu es partie, écrivait-il. Elle a réaménagé la maison et transformé ta chambre en bureau la semaine après ton départ, mais elle garde la porte fermée tout le temps. Papa n'est presque plus jamais à la maison. Ces aperçus de la dynamique familiale que j'avais laissée derrière moi confirmaient ce que j'apprenais en cours de psychologie. Les systèmes dysfonctionnels se détériorent souvent davantage lorsque des éléments changent. Ma troisième année a vu David entrer dans ma vie. Intelligent, compatissant, et issu d'une famille si fonctionnelle qu'elle me semblait presque fictive. Ses parents, Thomas et Hélène, m'ont accueilli pour Noël, me traitant avec une affection si simple que ma poitrine se serrait de désir. Tu seras toujours la bienvenue ici, Yvonne, m'a dit Hélène en me touchant l'épaule de cette manière décontractée que font les mères. Ce simple geste m'a presque fait pleurer. Observer leurs interactions familiales est devenu une éducation sur ce à quoi ressemblaient des relations saines. Les taquineries bienveillantes, les blagues internes, la compréhension tacite entre parents et enfants. Tout cela m'était étranger et fascinant. Tes parents sont incroyables, ai-je dit à David un soir en rentrant sur le campus. Ils sont plutôt normaux, a-t-il répondu en haussant les épaules. Tous les parents ont leurs bizarreries. Crois-moi, il y a une différence entre des bizarreries et ce avec quoi j'ai grandi,
ai-je répondu, commençant à partager des bribes de mon enfance que j'avais jusqu'alors gardées secrètes. À son crédit, David a écouté sans jugement, offrant la validation que j'avais convoitée pendant des années. Ce n'était pas normal, et ce n'était pas juste, a-t-il dit simplement. À l'approche de la remise des diplômes, je n'ai fait aucun effort pour inviter mes parents à la cérémonie. Mon père a appelé, l'air hésitant. Ta mère et moi nous posions des questions sur ta remise de diplôme. La cérémonie sera bondée et impersonnelle, lui ai-je dit, le mensonge venant facilement. Pas la peine de faire tout ce chemin. La vérité, c'est que je ne pouvais pas supporter l'idée de voir l'expression ennuyée de ma mère pendant ce qui devait être une célébration. La famille de David y a assisté à leur place, applaudissant bruyamment lorsque j'ai reçu mon diplôme avec mention. Alors que j'acceptais mon diplôme, un plan a commencé à prendre forme dans mon esprit, non seulement pour ma réussite professionnelle, mais pour créer le genre de vie qui rendrait le rejet de ma mère sans importance, et peut-être, ce faisant, la forcerait à faire face aux conséquences de ses choix. Ce n'était pas exactement de la vengeance. Du moins, ce n'est pas comme ça que je l'appelais à l'époque. C'était une forme de justice, équilibrée par la connaissance que j'avais acquise sur la nature générationnelle du traumatisme. Ce qui avait brisé ma mère m'avait été transmis, mais j'étais déterminée à ce que cela s'arrête avec moi. Mon diplôme en poche et une offre d'emploi d'une agence de marketing à Paris, j'ai dit au revoir au campus. La distance physique à la fois de HEC et de ma maison d'enfance me semblait symbolique. Je traçais désormais ma propre voie, libre à la fois du passé et des attentes des autres. Paris m'a accueilli avec son architecture audacieuse et l'énergie de la scène. À 22 ans, j'ai endossé mon rôle de chargé de marketing junior avec une détermination qui a impressionné même mes collègues chevronnés. Ma formation en psychologie m'a donné un aperçu unique du comportement des consommateurs, et je me suis rapidement imposé comme quelqu'un qui comprenait les moteurs émotionnels derrière les décisions d'achat. Vous avez une capacité étonnante à prédire comment les gens vont réagir, a noté mon premier superviseur lors d'un entretien d'évaluation. L'ironie ne m'a pas échappé. Des années d'hypervigilance face aux humeurs imprévisibles de ma mère m'avaient entraîné à lire des signaux subtils que les autres manquaient. En 18 mois, j'ai obtenu ma première promotion. L'augmentation de salaire m'a permis de passer d'un appartement en colocation à mon propre petit mais charmant 2 pièces dans le Marais. Chaque meuble, chaque touche décorative a été choisie avec soin. C'était le premier espace qui était vraiment à moi, libre de l'influence de ma mère. Le jour où j'ai signé le bail, j'ai appelé mon père pour partager la nouvelle. Nos conversations étaient devenues de plus en plus tendues, lui servant de pont inconfortable entre ma mère et moi. « C'est merveilleux, ma chérie », a-t-il dit, semblant sincèrement heureux. « Ta mère voulait que je te demande si tu cotises déjà à un plan d'épargne retraite. » Pas de félicitations de sa part, bien sûr. Pas de fierté pour mon indépendance. Juste une préoccupation pour ma retraite à 24 ans. « Oui, je gère mes finances de manière responsable », ai-je répondu, la vieille déception familière m'envahissant. Malgré tous mes efforts pour rester détaché, au fur et à mesure que mes 20 ans avançaient. Un schéma s'est dessiné dans mes interactions avec ma mère. Elle ne me contactait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose ou lorsque les apparences sociales l'exigeaient, un appel d'anniversaire formel, des questions sur les déductions fiscales liées à mes prêts étudiants, des demandes pour connaître mon heure d'arrivée pour les rares visites de vacances. Lors d'une de ces visites à Noël, alors que j'avais 25 ans, j'ai remarqué que mon père avait visiblement vieilli, il était plus voûté. Quand il s'est excusé pour aller se reposer après le dîner, invoquant la fatigue, des sonnettes d'alarme ont retenti dans mon esprit. « Papa va bien ?» ai-je demandé à ma mère alors que nous débarrassions la table. « Il va bien. Il travaille juste trop, comme d'habitude. » 6 semaines plus tard, mon frère a appelé pour me dire que notre père avait été hospitalisé pour des problèmes cardiaques. « Maman ne voulait pas t'inquiéter », a expliqué maladroitement Michel. J'ai pris le premier avion pour Lyon, trouvant mon père pâle mais stable dans l'unité de cardiologie. Ma mère était impeccablement habillée, même à l'hôpital, maquillage parfait, alors qu'elle discutait des options de traitement avec les médecins. Son sang-froid n'a vacillé que lorsque les questions d'assurance et de frais médicaux ont été mentionnées. Ces dépenses vont être importantes, s'est-elle inquiétée. La mutuelle a une franchise élevée. Ce moment a cristallisé quelque chose pour moi. Les principales préoccupations de ma mère avaient toujours été l'apparence et la sécurité financière. Les liens émotionnels étaient au mieux secondaires, au pire sans importance. De retour à Paris après la stabilisation de mon père, j'ai pris 2 décisions qui allaient façonner tout ce qui a suivi. Premièrement, j'accélérerais mon avancement de carrière avec une concentration absolue. L'indépendance financière n'était pas seulement souhaitable, elle était essentielle pour me libérer de toute emprise que ma mère pourrait avoir. Deuxièmement, j'étudierais les vulnérabilités de ma mère avec la même approche analytique que j'appliquais à mes campagnes marketing. Qu'est-ce que Catherine Morgan appréciait le plus? Le statut social. Les apparences. L'image soigneusement construite d'une famille parfaite et d'une réussite professionnelle. La stratégie a pris forme progressivement.
Je travaillais des heures supplémentaires, prenais en charge des projets difficiles que d'autres évitaient et développais mon réseau sans relâche. Chaque promotion apportait non seulement un salaire plus élevé, mais aussi une influence accrue dans le milieu des affaires parisien. Lorsqu'une campagne de grande envergure que j'avais développée a remporté un prix de l'industrie à 27 ans, je me suis assuré que le communiqué de presse mentionnait mon nom complet et ma ville d'origine. Le journal économique local de Lyon a repris l'histoire. Une petite mention, mais suffisante pour mettre ma réussite sur le radar du cercle social de ma mère. J'ai vu ton nom dans le journal, a-t-elle dit lors de notre appel suivant, la première fois qu'elle initiait le contact depuis des mois. Je l'ai mentionné aux Dubois la semaine dernière au dîner. Ce commentaire désinvolte révélait tout. Les Dubois étaient des figures importantes de son cercle social. Elle utilisait ma réussite comme monnaie d'échange dans sa quête sans fin de statut. Cette prise de conscience ne m'a pas fait mal comme elle l'aurait fait autrefois. Au contraire, elle a confirmé la justesse de mon plan en développement. Ma relation avec David s'était terminée à l'amiable après l'obtention de notre diplôme. Nous avions tous deux reconnu que j'avais trop de chemin à parcourir pour guérir avant de pouvoir être une partenaire pleinement présente. À Paris, j'ai eu des relations occasionnelles, mais j'ai maintenu une distance émotionnelle, consciente de ma tendance à chercher chez mes partenaires romantiques la validation qui aurait dû venir de l'intérieur. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur la construction d'une famille choisie, composée d'amis et de mentors. Amanda Leroy, la directrice de la création de l'agence, a pris un intérêt particulier pour ma carrière, m'offrant des conseils qui ont accéléré ma croissance professionnelle. Vous avez un talent brut, m'a-t-elle dit. Mais plus important encore, vous avez la faim. Assurez-vous simplement de savoir de quoi vous avez vraiment faim. Ces paroles ont résonné plus profondément qu'elle ne le pensait. De quoi avais-je faim? De validation, de succès, ou de quelque chose de plus fondamental, une preuve que j'étais digne de l'amour que ma mère m'avait refusé. Alors que ma carrière s'épanouissait, les tentatives de ma mère de s'insérer dans mon succès devenaient plus transparentes. Les appels téléphoniques se multipliaient chaque fois qu'elle entendait parler d'une promotion ou d'un prix. Elle a commencé à poser des questions pointues sur mon salaire et mes relations. La fille des Martin travaille dans le marketing à l'étranger, a-t-elle mentionné une fois. Peut-être que tu connais son agence. Ils ont peut-être de meilleures opportunités d'avancement qu'à Paris. J'ai reconnu le schéma familier. Toute réussite de ma part était immédiatement suivie d'une subtile dévalorisation, d'une suggestion que ce n'était pas tout à fait assez. Mais maintenant, au lieu de m'effondrer sous sa critique, je la notais simplement comme une confirmation de son comportement prévisible. Ma présence sur les réseaux sociaux est devenue une vitrine soigneusement organisée de réussites professionnelles et d'amitiés épanouissantes. Je ne postais jamais sur ma famille ou mes souvenirs d'enfance, une omission délibérée qui en disait long à quiconque savait écouter. Quand ma mère a finalement rejoint Facebook sur l'insistance de mon frère, sa première action a été de m'identifier sur des photos de famille de mon enfance, tentant de créer rétroactivement l'impression d'une relation mère-fille normale et aimante. J'ai discrètement retiré les identifications et restreint son accès à mon profil. À 30 ans, j'avais atteint le poste de directrice marketing senior, gérant une équipe et un budget qui auraient impressionné n'importe qui. La réaction de ma mère à la nouvelle fut prévisible. Senior Deja. Ils doivent promouvoir rapidement dans ton entreprise. Est-ce que ça veut dire que tu vas bientôt viser un poste de vice-présidente? Rien n'était jamais assez. Mais maintenant, au lieu d'intérioriser son insatisfaction, je la reconnaissais comme la réponse inévitable de quelqu'un incapable de fierté sincère pour les accomplissements des autres. La distance, à la fois géographique et émotionnelle, m'avait donné une perspective qui lui manquait. Je pouvais voir l'image complète de notre système familial dysfonctionnel d'une manière que ni l'un ni l'autre de mes parents ne pouvaient. Et alors que la santé de mon père continuait de décliner, j'ai commencé à comprendre que le temps pour toute résolution s'épuisait. La vengeance que j'avais inconsciemment planifiée devait prendre forme maintenant, pendant qu'elle pouvait encore faire une différence. Pas une vengeance au sens conventionnel de causer de la douleur ou des difficultés. Quelque chose de plus sophistiqué, de plus complet. Un règlement de compte qui forcerait ma mère à faire face à la réalité de ce qu'elle avait fait et de ce qu'elle avait manqué. À 32 ans, j'avais atteint ce que beaucoup considéreraient comme le summum du succès. Mon bureau d'angle surplombait la magnifique ligne d'horizon de Paris. Ma garde-robe se composait de marques de créateurs que je pouvais facilement me permettre, et les publications de l'industrie sollicitaient régulièrement mon avis sur les tendances du marketing. La jeune fille effrayée et en quête d'approbation de Lyon s'était transformée en une professionnelle confiante et respectée. Cette transformation s'est produite au moment même où la situation de mes parents commençait à se détériorer. Les problèmes de santé continus de mon père l'avaient contraint à une retraite anticipée, réduisant considérablement leurs revenus. Les factures médicales s'accumulaient malgré l'assurance maladie, épuisant progressivement les économies que ma mère avait si soigneusement gardées. Le premier appel est arrivé un mardi soir alors que je quittais le bureau. « Yvonne, c'est ta mère. » Sa voix avait ce ton formel qu'elle utilisait toujours avec moi, comme si nous étions des relations d'affaires plutôt qu'une famille.
Bonjour, mère. Est-ce que tout va bien? Ai-je demandé, soupçonnant déjà que ce n'était pas un appel de courtoisie. Le traitement de ton père a encore été changé. La nouvelle ordonnance n'est pas entièrement couverte par la mutuelle. C'est assez cher. La demande implicite flottait dans l'air. J'ai attendu, la forçant à demander réellement plutôt qu'à manipuler. Nous avons du mal à gérer ces dépenses supplémentaires, a-t-elle finalement continué. Comme tu réussis si bien dans ta carrière, nous pensions que tu pourrais peut-être nous aider temporairement. Le moment pour lequel je m'étais inconsciemment préparé était arrivé. Ma mère avait besoin de quelque chose que seul moi pouvais fournir. La sécurité financière, sa valeur la plus chère. Je serais heureuse d'aider, ai-je dit calmement. Mais je pense que nous devrions en discuter en personne. Je prendrai l'avion pour Lyon ce week-end. Le silence à l'autre bout du fil en disait long. Elle s'attendait à une simple transaction. Demande faite, argent envoyé, dynamique de pouvoir préservé avec elle toujours en contrôle. Ma contre-offre a perturbé son scénario. Ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons régler les détails par téléphone. J'insiste, ai-je répondu. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Nous devrions discuter de la planification à long terme des soins de papa. Ce week-end-là, je suis retournée dans la maison qui ne m'avait jamais semblé être un foyer. Ma mère avait visiblement vieilli depuis ma dernière visite 2 ans auparavant. Son apparence soigneusement entretenue montrait des signes de tension. Des cheveux moins parfaitement colorés, des vêtements légèrement démodés. Mon père, autrefois robuste malgré sa passivité émotionnelle, était devenu fragile, se déplaçant prudemment comme s'il testait la fiabilité de son propre corps. À la table de la cuisine, lieu de tant de souvenirs douloureux, j'ai exposé ma proposition. Je couvrirai les frais médicaux de papa et fournirai une allocation mensuelle, ai-je dit, à 2 conditions. Les sourcils de ma mère se sont légèrement levés, seule indication de surprise sur son visage composé. Elle n'était pas habituée aux conditions de la part de la fille qui avait autrefois désespérément cherché son approbation. Premièrement, je veux que papa consulte les spécialistes de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Leurs soins cardiaques sont de classe mondiale et j'ai des relations qui peuvent faciliter un traitement immédiat. Avant qu'elle ne puisse objecter, j'ai continué. Deuxièmement, je pense qu'il est temps que nous abordions le problème de fond. Je suis prête à payer pour des séances de thérapie familiale. Le regard d'horreur absolu qui a traversé le visage de ma mère aurait été comique dans n'importe quel autre contexte. Une thérapie? C'est totalement inutile. Nous discutons d'une aide financière, pas de problème psychologique. En fait, nous discutons des deux, ai-je répondu calmement. Les deux sont liés. J'ai passé des années à comprendre pourquoi notre famille fonctionne comme elle le fait. Maintenant, je propose des ressources pour aider à réparer cela, mais je ne peux pas le faire seul. Mon père, à ma grande surprise, a pris la parole. Peut-être que ça ne ferait pas de mal, Catherine. Yvonne nous offre une aide considérable. Le visage de ma mère s'est durci pour prendre l'expression que je ne connaissais que trop bien. Nous considérerons la recommandation médicale, mais la thérapie est hors de question. Je ne veux pas que des étrangers se mêlent de nos affaires familiales privées. J'avais anticipé cette réponse. C'est ton choix. Je continuerai à aider pour les frais médicaux de papa parce que je me soucie de son bien-être. Mais le soutien financier supplémentaire dépend d'au moins un essai de conseil familial. L'impasse qui a suivi était prévisible. Ma mère a refusé la thérapie mais a accepté l'aide médicale, croyant clairement qu'elle pourrait finir par user ma détermination concernant l'autre condition. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est à quel point notre dynamique de pouvoir avait complètement changé. Je n'étais plus l'enfant désespéré de miettes d'affection. J'étais une adulte accomplie offrant de l'aide avec des limites claires. Fidèle à ma parole, j'ai pris des dispositions pour que mon père consulte les meilleurs cardiologues de Paris. J'ai utilisé mes relations professionnelles pour contourner les listes d'attente, obtenir des rendez-vous avec des experts renommés et même trouver un défenseur des patients pour naviguer dans les complexités de l'assurance. Tout cela s'est fait sans passer par ma mère, contournant ainsi son besoin de contrôler la situation. Pendant ce temps, j'ai commencé à construire quelque chose qui aurait des implications bien plus vastes que des séances de thérapie individuelle. En utilisant à la fois mon expertise en marketing et ma formation en psychologie, j'ai créé une fondation soutenant les enfants issus de foyers émotionnellement abusifs. Le projet Renaissance fournissait des ressources pour la thérapie, le soutien éducatif et le renforcement de la communauté pour les jeunes aux prises avec la négligence émotionnelle parentale. La fondation a été lancée avec un gala auquel a assisté l'élite des affaires parisiennes. Je n'ai pas caché mon lien personnel avec la cause, partageant juste assez de mon histoire dans les supports promotionnels pour établir l'authenticité sans exposer tous les détails privés. Mon expérience m'a appris que la négligence émotionnelle laisse des cicatrices invisibles, pouvait-on lire sur la brochure ornée de ma photo professionnelle. Le projet Renaissance vise à aider les jeunes à guérir ce que les autres ne peuvent pas voir. Grâce à un réseautage stratégique, je me suis assuré que la nouvelle de la Fondation atteigne les cercles sociaux de Lyon. Les Dubois,
Les relations sociales chéries de ma mère sont devenues les premiers donateurs après que leur nièce a bénéficié d'un programme similaire. Leur enthousiasme s'est propagé dans la communauté que ma mère appréciait tant. 6 mois après le lancement de la fondation, j'ai été invitée à donner un discours lors d'un événement caritatif à Lyon. Ma mère, toujours active dans les cercles comptables locaux malgré les revers financiers, y serait inévitablement. J'ai accepté sans lui en parler. Le soir de l'événement est arrivé, et je suis montée sur scène dans une robe rouge affirmée, professionnelle et soignée de la manière que ma mère avait toujours soulignée, mais selon mes propres termes. Depuis le podium, je pouvais la voir assise avec des collègues, son expression figée dans un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonsoir », ai-je commencé. Je suis ici pour discuter de quelque chose dont nous parlons rarement en bonne compagnie, le traumatisme invisible de la négligence émotionnelle. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai parlé de l'impact psychologique de grandir avec des parents émotionnellement indisponibles, sans jamais mentionner mon expérience personnelle ni citer de nom. J'ai décrit précisément ce qu'avait été mon enfance et les effets à long terme que de tels environnements ont sur les enfants. Les enfants élevés sans validation émotionnelle deviennent souvent de grands accomplisseurs, ai-je expliqué. Ils croient que s'ils peuvent juste accomplir assez, être assez parfaits, ils pourraient enfin gagner l'amour qui aurait dû être donné gratuitement. C'est une course sans ligne d'arrivée. Tout au long du discours, j'ai maintenu un contact visuel avec divers membres de l'auditoire, y compris occasionnellement ma mère. Sa façade composée est restée intacte, mais le léger tremblement de son verre d'eau trahissait son inconfort. Après l'événement, des collègues m'ont submergé de compliments sur ma présentation puissante. Ma mère est restée assise, visiblement ébranlée, tandis que ses amis discutaient des « pauvres enfants » qui subissaient un tel traitement. L'ironie de son malaise au milieu de conversations sur la chose même qu'elle avait perpétrée ne m'a pas échappé. Dans les mois qui ont suivi, mon travail de sensibilisation a pris de l'ampleur. J'ai publié un article dans une grande revue de psychologie sur la reconnaissance des signes de négligence émotionnelle. Sans détails identifiants, j'ai utilisé des exemples de mon enfance pour illustrer les manières subtiles dont ce type d'abus se manifeste. L'article a été repris par des publications grand public, élargissant sa portée au-delà des cercles académiques. Quand il est apparu dans un grand magazine national, l'image sociale soigneusement construite de ma mère a commencé à montrer des fissures importantes. Des amis qui avaient lu l'article ont fait des liens que j'avais délibérément laissés non connectés. Des chuchotements ont commencé. Des questions se sont posées sur la raison pour laquelle la fille de Catherine Morgan vivait si loin et rendait si rarement visite. Mon frère, maintenant diplômé d'une école de commerce et travaillant à Lyon, a rapporté les répercussions. « Maman se comporte bizarrement », a-t-il dit lors d'un de nos appels téléphoniques désormais réguliers. Elle a refusé d'organiser la fête de Noël du quartier pour la première fois en 15 ans, et elle m'a demandé si nous avions eu une enfance normale. La question représentait la première fissure infime dans le mur défensif de ma mère, la première indication qu'elle pourrait reconnaître que son éducation avait été problématique. Pendant les fêtes de fin d'année cette année-là, mon frère l'a finalement confrontée après avoir été témoin de sa réponse méprisante à la nouvelle de l'expansion de ma fondation. « Est-ce que tu réalises seulement ce que tu as fait à Yvonne ?» a-t-il exigé. « Je l'ai vue toute mon enfance. Rien de ce qu'elle faisait n'était jamais assez pour toi. » La réponse instinctive de ma mère a été de me discréditer. Yvonne a toujours été hypersensible. Elle a bâti toute une carrière en exploitant l'intimité familiale pour attirer l'attention. La tentative s'est retournée contre elle de manière spectaculaire. Ma réputation professionnelle soigneusement construite, combinée à l'authenticité transparente du travail de la Fondation, a fait paraître ces accusations mesquines et défensives. Même mon père, historiquement peu enclin à la défier, a pris la parole. « Catherine, il est peut-être temps de considérer que le point de vue d'Yvonne a du mérite. » Quand ma mère a essayé de rallier le soutien de son cercle social, elle a découvert une vérité inconfortable. Ses amis trouvaient mon travail admirable. Plusieurs avaient déjà fait des dons à la Fondation. L'une avait un petit enfant recevant des services par le biais d'un programme similaire. Ces tentatives de me discréditer n'ont fait que l'isoler davantage. La confrontation finale a eu lieu lors du 72e anniversaire de mon père. J'ai pris l'avion pour Lyon, apportant des preuves du succès de la Fondation, des témoignages de jeunes dont la vie s'était améliorée grâce à nos programmes. Sans accusation ni colère, j'ai posé les documents sur la table de la cuisine. Voici ce que j'ai construit à partir de mon expérience, ai-je dit calmement. Je n'essaie pas de te détruire, ni notre famille. Je crée du sens à partir de la douleur. Ma mère a regardé les brochures, son sang-froid soigneusement entretenu se fissurant enfin. C'est ce que tu penses de moi? Que je t'ai maltraité? Je pense que tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais, ai-je répondu. Mais oui, grandir avec une mère qui m'a dit qu'elle n'avait jamais voulu de moi a été profondément dommageable. Je ne cherche pas la vengeance. Je cherche la reconnaissance de ce qui s'est passé pour que nous puissions tous aller de l'avant. Pour la première fois de ma vie, ma mère n'a eu aucune réponse immédiate.
Le silence s'est étiré entre nous, rempli de décennies de blessures inexprimées. Je ne savais pas comment être différente, a-t-elle finalement dit, sa voix inhabituellement faible. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était même pas une reconnaissance complète. Mais c'était la première fissure dans le mur qu'elle avait construit entre nous. La première indication que ma vengeance silencieuse avait accompli ce que des années de supplication pour de l'amour n'avaient jamais pu faire. La vérité était enfin visible, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui comptaient dans son monde. 2 ans ont passé depuis cette conversation dans la cuisine de mes parents. J'ai maintenant 34 ans, et je regarde ma vie avec une perspective que seul le temps et la guérison peuvent offrir. Le voyage de l'enfant blessé à l'adulte émancipé n'a pas été linéaire. Et même maintenant, il y a des jours où l'ancienne douleur refait surface de manière inattendue. Ma mère a commencé une thérapie 6 mois après notre confrontation. Non pas parce qu'elle a eu une révélation soudaine sur son rôle de mère, mais parce que la pression sociale est devenue trop intense pour être ignorée. Plusieurs de ses amies étaient devenues des supportrices enthousiastes de ma fondation, lui demandant innocemment ce que cela faisait d'avoir élevé une fille aussi compatissante, dédiée à prévenir le traumatisme même qu'elle avait infligé. L'ironie serait amusante si elle n'était pas si triste. Notre première séance de thérapie familiale fut péniblement maladroite. Ma mère était assise, rigide sur sa chaise, répondant aux questions du thérapeute avec un minimum d'informations. Mon père semblait constamment sur le point de s'excuser, mais sans savoir pourquoi exactement. J'ai maintenu le comportement calme et professionnel qui était devenu mon armure. Pourquoi sommes-nous ici? A demandé le thérapeute à chacun de nous. Parce qu'Yvonne en a fait une condition de son soutien financier, a répondu ma mère avec sa franchise caractéristique. Parce que je veux comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans notre famille, a dit mon père. Parce que je veux savoir s'il est possible de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui n'a jamais existé, ai-je répondu. Ces premières séances n'ont apporté que peu de progrès évidents. Ma mère défendait ses choix éducatifs comme étant pratiques, visant à me préparer au monde réel. Elle qualifiait le maternage émotionnel de « chouchoutage » qui créait des adultes faibles. Le thérapeute a doucement remis en question ces affirmations, introduisant des concepts comme la théorie de l'attachement et la validation émotionnelle que ma mère n'avait manifestement jamais envisagées. La percée n'est pas venue en thérapie, mais après que la santé de mon père a de nouveau décliné. Faire face à la possibilité de le perdre a provoqué un changement chez ma mère. Lors d'une visite à l'hôpital, alors que mon père dormait et que nous n'étions que toutes les deux dans la chambre, elle a parlé sans ses défenses habituelles. « Je ne sais pas comment être ce dont tu avais besoin », a-t-elle dit. Doucement. Ma propre mère était encore plus froide que moi. Je pensais faire mieux en étant au moins présente. Ce n'étaient pas les excuses que j'avais autrefois désespérément désirées, mais c'était quelque chose de plus précieux, l'honnêteté. Pour la première fois, elle reconnaissait le fossé entre ce dont j'avais besoin et ce qu'elle avait fourni. Le schéma générationnel de la négligence émotionnelle est devenu clair. Ce qu'elle n'avait pas pu recevoir, elle ne pouvait pas le donner. Pendant ce temps, ma vie à Paris continuait de s'épanouir. Le projet Renaissance s'est étendu à 3 villes supplémentaires, offrant des services à des centaines de jeunes issus de foyers émotionnellement négligents. Ma carrière a progressé au niveau de la direction, me donnant une plateforme et des ressources pour plaider en faveur de l'éducation et du soutien psychologique. Plus important encore, j'ai trouvé un épanouissement personnel au-delà du succès professionnel. Alex est entré dans ma vie de manière inattendue, un chirurgien pédiatrique que j'ai rencontré par le biais de la fondation. Contrairement aux relations précédentes où je cherchais inconsciemment la validation que ma mère ne m'avait jamais donnée, cette connexion m'a semblé saine dès le début. La confiance tranquille et l'intelligence émotionnelle d'Alex complétaient ma nature déterminée, créant un équilibre que je n'avais jamais connu auparavant. « Tu n'as pas besoin d'être réparé », m'a dit Alex une fois. « Ton passé t'a façonné, mais il ne te définit pas. » Avec Alex, j'ai commencé à envisager un avenir qui incluait une famille, redéfinie selon mes propres termes. La peur de répéter le détachement émotionnel de ma mère m'avait empêché d'envisager sérieusement d'avoir des enfants. Grâce à la thérapie et à une introspection honnête, j'ai compris que je pouvais briser le cycle, en utilisant la conscience du passé pour créer un avenir différent. Ma relation avec mon frère Michel s'est approfondie alors que nous travaillions tous les deux sur nos expériences distinctes du même système familial dysfonctionnel. En tant qu'enfant favorisé, son parcours a consisté à reconnaître l'injustice du traitement de notre mère et à surmonter la culpabilité de ne pas m'avoir protégé davantage. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas les mots pour le dire, a-t-il avoué lors d'une visite à Paris. J'étais juste soulagée quand elle se concentrait sur moi au lieu de te critiquer. Tu étais un enfant aussi, lui ai-je rappelé. Aucun de nous n'aurait dû être responsable de réparer les limites de notre mère. Les excuses de mon père sont venues lors d'un moment privé après une séance de thérapie particulièrement intense. J'aurais dû te protéger, a-t-il dit simplement. Je t'ai laissé tomber en gardant le silence. Sa reconnaissance a signifié plus que je ne l'attendais. Le père passif qui avait choisi la paix plutôt que la protection voyait enfin son rôle dans ma douleur.
Cela n'effaçait pas le passé, mais validait mon expérience d'une manière que ma mère ne pourrait peut-être jamais entièrement gérer. Quant à ma mère, notre relation reste compliquée. La femme qui m'a dit un jour qu'elle n'avait jamais voulu de moi fait maintenant des tentatives maladroites de connexion. Elle envoie des cartes d'anniversaire avec de vrais messages personnels. Elle pose des questions sur mon travail avec ce qui semble être un intérêt sincère. Elle a même, en de rares occasions, exprimé de la fierté pour mes accomplissements sans suggérer immédiatement des améliorations. Ces changements sont-ils sincères ou simplement des adaptations à une nouvelle dynamique de pouvoir? Peut-être un peu des deux. Les schémas narcissiques sont profondément ancrés, mais sa volonté de poursuivre la thérapie suggère une certaine capacité de croissance. J'ai appris que le pardon n'est pas un moment unique, mais un processus qui fluctue de jour en jour. Certains matins, je me réveille en ressentant de la compassion pour la femme émotionnellement retardée qui a fait ce qu'elle a pu avec ses capacités limitées. D'autres jours, l'enfant blessé en moi fulmine contre l'injustice d'avoir dû me materner moi-même. La vengeance que je cherchais autrefois inconsciemment s'est transformée en quelque chose de plus précieux. Une compréhension non seulement des échecs de ma mère, mais de la façon dont son traitement a affecté chaque aspect de mon développement. Cette prise de conscience est devenue un pouvoir, me permettant de choisir consciemment des schémas différents plutôt que de réagir à partir de vieilles blessures. La vraie vengeance, j'ai découvert, ne consistait pas à faire souffrir ma mère ou même à la forcer à reconnaître ses échecs. C'était de créer une vie si pleine et authentique que son approbation est devenue sans importance. C'était d'utiliser mon expérience pour aider les autres tout en me guérissant moi-même. C'était de briser la chaîne générationnelle de la négligence émotionnelle si complètement que son pouvoir ne pourrait jamais toucher les générations futures de ma famille. Le travail de ma fondation continue de s'étendre, créant des ondes de guérison au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Chaque jeune qui apprend à valider ses propres expériences et à reconnaître qu'il mérite l'amour représente une victoire sur le schéma qui a dominé mon enfance. Peut-être plus important encore, j'ai appris que la famille n'est pas définie par la biologie mais par l'amour donné librement. La famille choisie que j'ai construite, amis, collègues, Alex, les enfants de la fondation qui se tournent vers moi pour être guidés, fournit le foyer émotionnel que la maison de ma mère n'a jamais été. En regardant vers l'avenir, je vois des possibilités plutôt que des limites. La petite fille désespérée de l'amour de sa mère est devenue une femme capable de donner de l'amour sans condition. La douleur qui m'a autrefois définie s'est transformée en but et en compassion. Avez-vous déjà dû redéfinir la famille selon vos propres termes? La douleur de votre passé a-t-elle déjà été le catalyseur pour créer quelque chose de beau? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle a résonné en vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de parcours de résilience et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans son chemin de guérison. Rappelez-vous, la vengeance la plus puissante contre ceux qui nous ont blessés n'est pas de les faire souffrir, c'est de s'épanouir malgré ce qu'ils ont fait. Merci d'avoir écouté mon histoire et je vous souhaite force sur votre propre chemin vers la guérison.